Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est un médecin qui sonne l'alarme. Bienvenue sur Europe 1. Bonjour, docteur Gérald Kierzek. Bonjour. Avant d'évoquer la situation sanitaire qui est la nôtre, une question dans un souci de transparence et d'honnêteté vis-à-vis de nos auditeurs. Avez-vous des liens, docteur, des intérêts avec des laboratoires ou des groupes pharmaceutiques ? Est-ce qu'on pourrait préciser cela avant de démarrer notre entretien ? C'est une bonne question qui devrait être précisée systématiquement. Donc non, je ne pars pas en voyage avec l'industrie pharmaceutique ou je n'ai pas de labo de recherche financé avec l'industrie pharmaceutique. Et d'ailleurs, vous parlez de transparence, il y a une base que tout le monde peut consulter qui s'appelle transparence.gouv.fr et vous pouvez taper le nom de tout médecin en France et vous verrez les liens d'intérêt. Le Royaume-Uni vient d'annoncer, docteur Kierzek, la fin de l'ensemble des restrictions liées au Covid et plus précisément au variant Omicron. L'Espagne veut apprendre à vivre avec le virus et faire comme la grippe. Ces deux pays qui ne sont pas les seuls, je pourrais citer Israël aussi. Est-ce que ce sont des pays de référence aujourd'hui ? Est-ce qu'il faudrait suivre leur voie et leur stratégie ? Oui, ce sont des pays de référence. Et d'ailleurs, l'Angleterre, le Royaume-Uni a longtemps été une référence. Alors, on passe peut-être sur Boris Johnson qui, au début, avait un peu négligé le Covid et puis après avait serré les mesures. Mais on voit clairement, surtout avec Omicron, que c'est une référence. Pourquoi ? Parce que le Royaume-Uni a de l'avance et on a très vite vu qu'il y avait une décorrélation entre le nombre de cas positifs qui n'a pas de sens. De faire des tests et d'avoir des cas positifs avec des dizaines, voire des centaines de milliers de tests par jour. Ce qui est important, c'est l'indicateur hospitalier. Et très rapidement, au Royaume-Uni, on a compris, on a vu qu'il y avait une décorrélation. Le nombre de cas augmentait, mais c'était des cas qui étaient peu graves et il n'y avait pas de conséquences hospitalières. L'Afrique du Sud aussi était un exemple. Donc, bien sûr, ils sortent de la psychose et je crois que ça serait assez salvateur de suivre leur exemple. Apparemment, en ce qui nous concerne et ce qui se dit autour de ce conseil de défense ce matin, docteur Kierzek, c'est qu'on va attendre encore 2 semaines de statu quo, d'efforts, avant peut-être de lever toutes les restrictions. Sanitairement, depuis des semaines, on aurait pu déjà se dire il ne faut pas restreindre, il ne faut pas contraindre les gens parce qu'on avait des exemples de l'Afrique du Sud, du Royaume-Uni, du Danemark également. On a compris que Omicron était plus contagieux mais moins sévère et les indicateurs hospitaliers ne bougent pas. Donc je comprends la prudence, je comprends la prudence du gouvernement, mais c'est une prudence politique, voire un calcul politique, mais en tout cas, c'est pas sur un rationnel médical, puisque scientifiquement, médicalement, on sait maintenant que Omicron ne conduit pas à l'hôpital ou très peu. Et puis, j'allais dire, si on a peur pour l'hôpital, renforçons-le. Ça fait plus de 20 mois qu'on est dans cette crise. Nous allons en parler parce que c'est le sujet majeur. Prendre le vrai sujet et la vraie cause. Nous sommes après quand même de 500 000 ou presque nouveaux cas détectés en 24 heures. Pourquoi dites-vous que ça n'a plus de sens de tester aujourd'hui ? Parce que quand on cherche, on trouve. Donc plus vous testez, plus vous trouvez. Si lors de la première et deuxième vague, qui étaient des vagues hospitalières, de cas de saturation hospitalière, on avait eu des tests et on avait testé, peut-être qu'on aurait eu les mêmes chiffres, 500 000, 1 million. Donc plus on cherche, plus on trouve et plus on panique. Et ça a un vrai effet négatif de paniquer les gens, de paniquer les médias, de paniquer les politiques également, alors qu'il serait souhaitable de relativiser. C'est pas parce que vous êtes positif que vous êtes malade. Vous êtes positif, chaque année on fait pas des tests PCR pour la grippe ou pour d'autres virus, donc ça n'a pas de conséquences. L'autre chose, c'est que vous soyez positif ou négatif, est-ce que ça change quelque chose ? Si vous êtes infirmière, vous êtes positive au Covid, vous allez quand même au boulot. Donc on voit bien qu'en tant que médecin praticien, quand je fais un test, c'est qu'en fonction du résultat, j'ai une conduite à tenir qui est différente. Et on voit bien que là, la conduite à tenir, elle est la même. Donc arrêtons de paniquer les gens. Arrêtons de paniquer, on comprend l'aspect psychologique, mais est-ce que malgré tout, ce n'est pas une cartographie régulière des contaminations qui pourrait être utile pour savoir si le pic de cette vague est dépassé ou pas ? Aucune utilité pour vous ? Il faut qu'on arrête de parler de vagues, de pics, etc. Parce que première, deuxième vague, c'était des vagues de saturation hospitalière en Ile-de-France et dans le Grand Est. Et puis progressivement, on a glissé en termes de mots et sémantiquement. Et on est arrivé à des vagues, non plus d'hospitalisation, mais des vagues de cas positifs. Rappelez-vous, on comptait les morts, après on a compté les réanimations, après on a compté les hospitalisations et maintenant on compte, j'allais dire, c'est une épidémie de courbe. Ça n'a plus de sens. L'indicateur dont je vous parle à l'instant n'a plus de sens. C'est un mauvais indicateur. Le seul indicateur pertinent, ce sont les gens malades et pas du tout les gens positifs au Covid. Et là, quand on regarde les indicateurs d'hospitalisation, en soins critiques, il y a moins de 4000 malades. Soins critiques, c'est pas de la réanimation. Là aussi, les mots ont une importance. En réanimation, on a à peu près 5000 lits. Quand on vous dit il y a 4000 malades sur 5000 lits, vous vous dites, oula, on est proche de la limite. Mais en soins critiques, on a quasiment 20 000 lits. Donc on voit bien que là, ça détend aussi l'atmosphère. N'avez-vous pas vous-même
même, docteur, évolué sur cette question. Je me souviens que sur les tests, notamment à l'école, vous nous disiez que les autotests représentaient par exemple l'une des clés de sortie de cette épidémie. Oui, parce que quand on n'est pas dans un pic épidémique ou quand on n'est pas dans un virus qui circule de partout chez tout le monde, où là ça n'a plus de sens de tester, mais quand on est au contraire dans le creux de la vague, je reprends entre guillemets ce mot vague, et que vous avez quelques cas sporadiques, quelques clusters sporadiques, ça vaut le coup de tester. Parce que là, vous allez pouvoir tester, tracer, isoler. Mais quand on est en pleine vague épidémique, ça n'a plus de sens parce qu'on peut plus tracer. Regardez, l'assurance maladie, malgré tous ses efforts, ne peut plus tracer les cas. On entend derrière votre discours que ce qui vous interpelle, ce qui vous heurte, peut-être aussi, c'est l'argent dépensé pour ces tests. Et vous avez parlé d'emblée de l'hôpital qui pourrait être investi. Ce n'est pas comme ça les vases communicants, mais on va en parler quand même, ça pourrait être investi à l'hôpital. Bien sûr, 1,5 milliard de tests par mois. Oui, donc on voit mais bien quand les gens veulent se faire tester, docteur Kirszek, et vous le savez vous-même, vos patients le disent. Mais parce qu'on est dans une psychose. On a joué sur les peurs depuis des mois. Alors, ce qui a changé la donne aussi, c'est Omicron. Omicron, c'est pas la même épidémie. Donc, une doctrine qui était valable, testée, tracée, isolée avec un variant Delta ou avec la souche de Wuhan, n'est plus du tout d'actualité avec un virus qui s'est considérablement affaibli. Donc, il faut qu'on sorte de cette peur, il faut qu'on sorte de ce mode de gestion panique sur le plan politique, sur le plan médiatique. N'est-ce pas exagéré de dire le mot panique? Panique vraiment suscite, j'allais dire, un contexte psychologique et anxiogène extrêmement fort. Vous dites que c'est ce qui est en train d'infuser aujourd'hui dans la société? Vous savez, la peur est mauvaise conseillère. Je suis praticien urgentiste. L'objectif d'un médecin, c'est de ne pas être rassuriste ni alarmiste, mais c'est d'être rassurant. Et je crois que c'est important de rassurer les patients. Moi, quand j'ai dans ma salle d'attente des urgences à l'Hôtel-Dieu des gens qui ont une visière, un masque, des gants, enfin, on voit bien qu'ils sont paniqués par ce Covid parce que ils allument la télé, ils écoutent les médias et ils ont l'impression qu'on va pas les soigner, que les gens meurent sur les trottoirs. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Il y a eu des zones de tension forte, les services de réanimation sont en permanence saturés, en permanence. Regardez 2015, 2016, 2017, l'hôpital est à l'os depuis ces années-là et on voit bien qu'une goutte d'eau peut faire déborder le vase. Et c'est probablement ce qui s'est passé. Alors, quels outils ont permis justement de ne pas arriver à ce que vous décrivez? Certains disent le pass sanitaire. Avant de parler du pass vaccinal, vous étiez déjà hostile au pass sanitaire, affirmant même, je vous cite, docteur Kirszek, le pass sanitaire pourrait aggraver l'épidémie parce qu'il pourrait être synonyme de relâchement. Or, une étude récente du Conseil d'analyse économique estime que l'instauration du pass sanitaire a permis d'éviter près de 4000 morts. 4000 morts. Je parlerai tout à l'heure de l'impact économique, mais sur le plan humain, quand même. 4000 morts. J'écrivais ça en juillet dans le Figaro, on dirait que ça pourrait aggraver, et finalement c'est ce qui s'est passé. Est-ce que ça a empêché la 5e, 6e vague d'Omicron? Oui, mais je viens de dire pas. Ça. D'après une étude, ça a empêché... Alors, sur le Conseil économique, c'est une étude économique, et il faut regarder la méthodologie, il faut regarder les gens qui sont à la fois des membres du Conseil scientifique, vous parliez de liens d'intérêt, mais qui sont aussi les membres de ce Conseil économique, ce qui pose quand même problème. Oui, donc vous contestez cette étude. J'évalue les propres mesures que j'ai prises, et puis je vous rappellerai juste sur le nombre de morts, c'est toujours... Vous savez, c'est toujours dramatique qu'il y a une mort est toujours insupportable. Mais quand on regarde par jour, en France, de manière naturelle, il y a 1700 morts. Je donne souvent 2 indicateurs qui rassurent mes patients. Le taux de mortalité du Covid, il est de 0,1%. C'est pas 30% de mortalité, c'est pas 40%, c'est 0,1%. Et le deuxième chiffre, c'est que la médiane d'âge des gens qui décèdent, c'est 85 ans. Je rappellerai que l'espérance de vie, elle est de 82 ans en France. Donc, selon vous, pour être clair, docteur Kirszek, ce pass sanitaire, avant d'arriver au pass vaccinal, n'a pas l'utilité induite par une telle étude? Ce pass vaccinal ou ce pass sanitaire, puisque c'est globalement la même chose, n'a pas d'intérêt particulier parce que les gens les plus fragiles, qui sont ceux qu'on aurait dû vacciner, et il y a encore quelques dizaines de milliers de patients fragiles de plus de 80 ans qui ne sont pas vaccinés, ils vont pas au resto, ils vont pas au ciné. Donc le pass sanitaire n'a pas d'intérêt parce que c'est pas aller recruter ces gens-là, ça n'a pas poussé ces gens-là à la vaccination. En revanche, il aurait fallu miser sur un réseau de proximité, sur les pharmaciens, sur les infirmières, sur les mairies pour amener le vaccin à ces gens-là. Mais c'est pas le pass sanitaire qui permet d'aller recruter au bon sens du terme. Si je vous entends bien, le pass vaccinal n'a aucune utilité sanitaire pour vous, même si tout le monde comprend que le gouvernement veut continuer à miser sur le tout vaccin et inciter très fortement à une vaccination qui est une obligation déguisée aujourd'hui. Mais je vais même plus loin, c'est-à-dire que la stratégie du tout vaccinal est une erreur. C'est une épidémie qui touche les plus fragiles. Mais quel choix avons-nous ?
C'est À une l'époque, épidémie qui ouais. touche les plus fragiles. Il faut protéger les plus fragiles. Ça veut dire qu'il faut vacciner les plus fragiles, les plus de 65 ans et les patients obèses, quel que soit l'âge. C'est important, c'est un facteur majeur de fragilité vis-à-vis du Covid. Et c'est absolument pas le pass vaccinal qui va changer la donne. Vous avez une épidémie, j'allais dire, on a la chance d'avoir une épidémie qui cible une partie de la population. Protégeons cette partie de la population. Donnons-leur des traitements précoces, hospitalisons ces gens de manière précoce, mais ne bloquons pas toute la société, ne vaccinons pas toute la société. Les enfants, par exemple, même les adolescents, ont quasiment zéro risque de faire des formes graves. Pourquoi aller leur imposer une vaccination? Donc c'est ce paradigme et cette stratégie du tout vaccinal qui a été une erreur. Et d'ailleurs, on arrive dans d'autres pays à avoir maintenant une stratégie ciblée. Israël qui va cibler la 4e dose. Donc il faut absolument qu'on puisse, avec 20 mois de recul, cibler maintenant les populations les plus fragiles. Et le pass vaccinal induit autre chose. Il induit une discrimination. Je suis médecin et Là, les médecins, il y a le serment d'Hippocrate. Oui, le serment bien sûr. d'Hippocrate, c'est de soigner sans Mais là, discrimination. semble-t-il, j'ai l'impression, docteur Kierzek, que vous allez sur un autre domaine. C'est-à-dire que sur la philosophie même du pass vaccinal, selon vous, si je vous entends, il peut donner lieu à d'autres passes dans d'autres domaines de notre vie quotidienne. C'est une boîte de Pandore qu'on ouvre et soigner sans discrimination est extrêmement important parce que Il n'y a pas de aujourd'hui, c'est garde-fou votre voisin aujourd'hui qui est non vacciné et que vous pointez du doigt. Mais demain, ça sera vous parce que vous êtes fumeur, parce que vous buvez de l'alcool, peut-être parce que vous avez, je sais pas, une orientation sexuelle ou des convictions religieuses. Eh bien, moi, en tant que médecin, quels que soient ces critères-là, je vais vous soigner sans Vous discrimination. croyez vraiment qu'on peut arriver à ce monde, à cette société, alors folle, et totalement irrationnelle, si vous la... On divise la société, on ne la réunit pas. Et quand je vois certains confrères ou consoeurs qui se posent la question, alors j'espère que ça reste au stade de question, de soigner en priorité des gens vaccinés par rapport à des non-vaccinés, je trouve que c'est éthiquement anti-déontologique, anti-éthique, pour ne pas dire honteux. Bien, mais j'imagine, docteur Kierzek, que vous avez aussi des patients qui vous disent « j'en ai marre. J'en ai marre de ceux qui ne sont pas vaccinés. Moi, je me suis fait vacciner. Moi, j'ai obéi à toutes les règles. Moi, je les ai acceptées. » Que dites-vous à ces patients-là? Et vous êtes quand même Covid positif. On voit bien que le pass vaccinal ou le pass sanitaire, finalement, n'a pas empêché cette épidémie-là, n'a pas empêché l'épidémie de cas positifs. Donc on voit bien que le pass vaccinal qui était censé nous sortir de cette épidémie n'a pas fonctionné. Donc ce qui va nous sortir de cette épidémie, c'est de décider de sortir de l'épidémie. C'est d'arriver à avoir une gestion calme, sereine. On protège les plus fragiles, on renforce l'hôpital, on fait des tests sur les gens qui sont très à risque de formes graves, pourquoi pas. Et je vais vous dire, le meilleur test, c'est pas le PCR, c'est pas l'antigénique, c'est pas l'autotest. C'est quand vous avez quelques symptômes qui commencent à être des symptômes de désaturation, de manque d'oxygène, c'est un scanner et c'est de vous mettre à l'hôpital rapidement. La vraie crise, c'est celle de l'hôpital public. Est-ce que les déprogrammations d'opérations qui sont terribles sur le plan médical et psychologique sont dues, docteur Kierzek, aux patients Covid? Est-ce que c'est le Covid qui est responsable de ces déprogrammations et de tout finalement? Non, si l'hôpital craque, c'est pas à cause ni des Covid, ni des gens non vaccinés. Parce que là aussi, cette petite musique de dire que c'est la faute des non vaccinés est une musique assez odieuse et surtout fausse factuellement. Quand on regarde la crise de l'hôpital public, en 2015, il y avait une épidémie de grippe, l'espérance de vie a baissé. Personne n'en a parlé. Actuellement, les déprogrammations et les plans blancs, dans l'imaginaire des gens, et voilà pourquoi ça panique ou ça crée ce climat de peur, ils ont l'impression que les plans blancs, c'est parce qu'il y a un afflux massif de victimes. Pas du tout, c'est des plans blancs pour que les directeurs d'hôpitaux puissent rappeler les infirmières sur leur jour de congé ou pour pouvoir déplacer des personnels d'un service à un autre. Donc ce sont des déprogrammations ou des plans blancs pour des problèmes d'erreur managériale depuis des années. Mais il n'y a pas du tout un afflux massif de victimes. Donc la crise, elle est structurelle. Où était, par exemple, la PHP? Pendant toutes ces années de fermeture de lits, où étaient les responsables de la PHP? Que n'ont-ils dit à ce moment-là? Ce sont les mêmes que vous avez actuellement aux manettes. Vous savez, on s'est trompé dans ce pays. On a dit il faut faire des économies et donc on fait des fermetures de lits, on fait des restructurations. Donc on a mis des gestionnaires à la tête des hôpitaux. Il faut changer ce modèle-là aussi. Il faut mettre des soignants, des gens qui sont au contact des patients et dire l'objectif numéro 1, c'est de soigner les gens. Après, on fera des économies. Vous parliez des tests, ça coûte 1,5 milliard par mois. Combien d'hôpitaux avec 1,5 milliard? Rappelez-vous, en 2019, avant le Covid, le collectif interhôpitaux interurgence qui demandait l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, une augmentation de 3%, 3 milliards. Et on disait il n'y a pas d'argent. On ne peut pas créer des services d'urgence de proximité, on ne peut pas développer l'hôpital. Ça a coûté 3 milliards. Là, en 2 mois, les 3 milliards, vous voyez, on les a trouvés et ils sont grillés. Et malheureusement, ça ne changera rien à la crise structurelle. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est qu'en pointant du doigt la responsabilité du Covid, finalement, ça dédouane des responsabilités des restructurations et de la vraie crise qui est une crise structurelle de l'hôpital et de tout le système de santé. C'est un vrai sujet, docteur. Pour conclure, vous avez dit que vous n'êtes pas rassuriste et rassurant, mais si dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je vous invite de nouveau, et si malheureusement il y a un autre variant,
et que tout ça repart à la hausse. Vous diriez que qu'est-ce vous qui êtes repart à la trompé? hausse? Les hospitalisations ou les cas positifs? Parce que si c'est les cas positifs, les deux, mon capitaine. et on sait que les variants Est-ce que vous excluez ce risque ce matin? Est-ce que vous dites le variant Omicron, c'est une bonne nouvelle, on peut tout lever? Je pense Est-ce que que vous c'est prenez une le bonne risque nouvelle. de Je dire pense qu'on peut tout lever. On n'est jamais à l'abri d'un variant qui serait plus virulent. Mais globalement, l'évolution des virus, c'est que les variants sont de moins en moins virulents. Et finalement, depuis 2 ans, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu cibler les mesures plutôt que de bloquer tout un pays, voire le monde entier? Ce qui est sûr, c'est que le vrai sujet, c'est l'hôpital. On a eu l'occasion d'en parler avec vous, Dr Kierzek, ce matin. Merci encore d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée. Merci, Dr Kierzek. Merci, Sonia.